Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du marché, on va surtout préparer notre semaine de trading parce qu'on est dimanche et comme chaque dimanche, tout simplement, on prépare notre semaine de trading, on voit les différentes opportunités qu'on peut avoir, que ce soit sur du court, moyen et long terme, on parle du calendrier économique, on voit les différents setups, les différents scénarios qu'on peut s'attendre à cette semaine. Et on verra également les clôtures weekly de certaines altcoins. On a certaines clôtures weekly qui sont pas terribles et qui cassent des grosses structures de range qu'on avait tout simplement développé depuis certains mois. Avant que je commence l'analyse, je tiens à vous rappeler, il vous reste 200 € offerts sur le programme Devenir Trader, il vous reste que 4 jours pour profiter de l'offre, donc si tu veux vraiment avoir une stratégie, un plan concret, il y en a beaucoup, c'est ce qui leur manque, c'est vraiment, ils ont quelques connaissances, mais il leur manque une méthode, un plan clair sur comment trader, savoir créer une stratégie, savoir vraiment être discipliné et suivre vraiment des règles qui permettent tout simplement d'avoir des résultats en trading. Donc tout ça, tu le retrouves à l'intérieur de ce programme-là, et surtout, je t'accompagne. Tu n'es pas seul. C'est-à-dire que si tu as des questions, s'il y a des moments tu galères, s'il y a des moments tu hésites, tu doutes sur le trading, tu peux me poser toutes tes questions, je suis là, je t'accompagne et je te tire au maximum vers le haut. Voilà, tu as toutes les informations en cliquant sur le premier lien en description. Tu peux également me poser des questions en message privé. Tu as 200 € offerts en ce moment et il te reste que 4 jours pour profiter de l'offre. Alors, sur le Bitcoin. Alors déjà, on va commencer calendrier économique. Ici, on a le Core CPI aux États-Unis qui va être très important à surveiller cette semaine. C'est vraiment ce qui est le plus attendu. Ça va être mercredi 14h30 en fonction des chiffres qui vont tomber. On peut vraiment s'attendre à de la volatilité. Automatiquement, si on a des chiffres qui sont supérieurs ou en dessous des attentes, le marché va repricer parce qu'il price toujours ce qui est attendu, ce qui est déjà prévu, ce qui est anticipé. Et si on est au-dessus ou en dessous des attentes, on va tout simplement avoir bien sûr un repricing, que ça soit à la hausse ou à la baisse. Sachant que on veut une politique monétaire qui va baisser ses taux pour 2025, si on a un regain de l'inflation et on a des chiffres qui sont supérieurs aux attentes, c'est-à-dire qu'on a tout simplement de l'inflation qui est de retour, on repart sur une dynamique, une période plutôt inflationniste, et ça peut encourager la Fed à réduire sa baisse des taux qui était prévue pour 2025, et ça serait pas encourageant pour les marchés à risque. Si par contre, au contraire, on a une inflation qui baisse beaucoup plus qui est prévu, on peut automatiquement augmenter le nombre de baisses des taux en 2025, et ça, le marché pourra l'apprécier. Automatiquement, ces chiffres-là ont de l'impact sur la décision des taux d'intérêt qui arrive la prochaine, j'ai plus la date exacte, on va checker ça ici, c'est dans 37 jours, le prochain FOMC. On aura également un discours de Jérôme Powell. À chaque fois qu'on a une décision sur les taux d'intérêt, on a tout simplement le discours de Jérôme Powell. Pour la prochaine, on voit que on anticipe à 92% aucune baisse des taux et à 8% une baisse des taux. Donc on verra bien sûr, ces chiffres-là sont amenés à bouger en fonction des datas qu'on peut avoir. Ça peut être le NFP, le taux de chômage, ça peut être le CPI et d'autres informations. Alors, je commence par le Bitcoin. Au niveau de la clôture weekly, une clôture weekly baissière, mais moi je vois ici une indécision de marché, puisque on a dans la même semaine tapé la borne haute, 102 000 $, tapé la borne basse, 90 000 $. Donc on voit ici une forme d'indécision. En fait, c'est une bougie weekly avec une forte amplitude, un peu comme chaque semaine. Chaque semaine, on a toujours une forte amplitude où très souvent on a testé le haut de range, le bas de range. Ici le haut de range, ici le bas de range, ici le bas de range, ici le haut de range. Pareil ici. Donc la plupart des semaines sont quand même assez volatiles. C'est-à-dire qu'on n'a pas de mal à passer de soit la borne haute à la borne basse ou inversement la borne basse à la borne haute. Pas mal de volatilité et surtout, personnellement, je m'attends à de la volatilité ce lundi-là. On le voit, on a eu un jeudi, vendredi, samedi et dimanche avec une très faible volatilité. Ça, on peut l'apercevoir avec ici un indicateur que j'utilise, le Volatility Index, qui calcule tout simplement la volatilité. Et quand on commence à voir par exemple comme ça des flashs violets, ça nous indique que la volatilité est extrêmement basse et ça nous indique que, attention, lorsqu'on va voir un regain de la volatilité, on peut s'attendre à un mouvement assez fort. On le voit bien ici, faible volatilité. Au moment où on a un regain de la volatilité, on a eu une bonne explosion. Et c'est un indicateur assez pertinent qui nous permet de pas spécialement mesurer est-ce que ça va être une hausse ou une baisse, mais de savoir, ok, attention, faible volatilité, on peut s'attendre à un gros mouvement. On voit bien que ça part. Ici, hop, vous voyez, faible volatilité pendant une période, flash violet, on le voit, on est très bas sur l'histogramme et tac, on peut s'attendre à un gros mouvement. On a ensuite notre gros mouvement. Pareil ici, faible volatilité, on peut s'attendre à un gros mouvement. Exactement pareil. Et là, alors là, on est sur une unité de temps un peu plus faible. Là, je me suis mis sur du daily. On est sur du 6 heures, mais assez classique. Les week-ends, on a
pas énormément de volatilité. On voit bien ici, samedi, dimanche, faible volatilité, et c'est souvent le lundi, les journées, où on a les plus grosses journées avec pas mal, que ce soit de hausse ou de baisse, mais au moins un regain de la volatilité. Donc soyez méfiants, les lundis. Alors maintenant, là on va me dire oui, ok, très bien, tu nous dis qu'il y a un gros mouvement. Est-ce que tu t'attends à un mouvement à la baisse? Est-ce que tu t'attends à un mouvement à la hausse? Déjà, il faut savoir, c'est que des probabilités. Je peux jamais vous dire, c'est sûr ça va être à la hausse, c'est sûr ça va être à la baisse. C'est que des probabilités. Maintenant, moi ce que je constate, c'est qu'on est un peu dans une zone compliquée à trader. Pourquoi? Parce que globalement, on a deux gros niveaux, le niveau des 99 000 $, 98 500 $, et le niveau juste au-dessus des 101 500 $, qui sont deux niveaux qui font office de résistance, et qu'il faut vraiment repasser pour espérer avoir une reprise et une dynamique haussière. Et on a le niveau bas ici des 90 000 $ qui a été retouché énormément de fois, qui fait office de support. Entre temps, on a créé ici un support intermédiaire, globalement les 96 000 $ environ. Tant qu'on se maintient au-dessus de ce niveau-là, RAS, je vous l'ai dit hier quand je vous ai fait l'update de marché, on était samedi vers 14h, je vous ai dit, pour le moment on tient le niveau des 96 000 $, et ben on cherche plutôt des achats, on cherche plutôt une réaction. On voit qu'on a eu une petite réaction acheteuse, on a eu un plus 1,5%, il pouvait y avoir un long qui se prend comme ça sur une extrémité basse. Maintenant on voit cette zone de compression, globalement on fait des sommets de plus en plus bas et des creux qui sont globalement sur le même niveau. Donc comme je dis, on peut s'attendre à une cassure. Maintenant, quand je vois comme ça la dynamique, pour moi je prends toujours la dynamique de fond. Cette dynamique de fond est baissière et j'ai plus de probabilité selon moi d'avoir une réaction à la baisse et un break de ce niveau de support. Parce que déjà les sommets sont de plus en plus bas, ça témoigne que les vendeurs sont beaucoup plus puissants sur des niveaux de plus en plus bas, c'est-à-dire qu'on a une pression vendeuse et on n'a pas des acheteurs qui maintiennent des creux de plus en plus haut. Et sachant qu'on est en plus précédé par une dynamique baissière, pour moi ici ce genre de pattern, on a plus de chances d'avoir une continuation et un retour sur des niveaux beaucoup plus bas. Maintenant, c'est que des probabilités. C'est là l'importance de la gestion de risque. C'est-à-dire la personne qui a exactement le même scénario que j'ai en tête, la même analyse, mais qui n'a pas de gestion de risque, et moi c'est quelqu'un qui potentiellement va prendre un short par exemple au moment de la cassure et qui va avoir une gestion de risque catastrophique, qui va prendre énormément de risques, qui va être borné, qui va se dire je suis sûr à 100%, sauf qu'on n'est jamais sûr à 100%, et le marché, s'il ne lui donne pas raison, il se fait liquider et il perd par exemple 10-15% de son capital. Non, ça c'est pas une bonne gestion de risque. Quelqu'un, il doit toujours savoir que le trading c'est des probabilités, c'est-à-dire que même si c'est des probabilités, même si t'as 70% chance de réussir, donc c'est-à-dire t'as 7 chances sur 10, t'as toujours 3 chances sur 10 d'avoir tort. Donc ce qui veut dire que à partir du moment où tu as 70% de taux de réussite, avec un bon risk-reward qui est associé à ce taux de réussite qui te rend rentable, oui, bien sûr que sur le long terme, tu es gagnant. Mais si tu as une mauvaise gestion de risque sur du court terme, et que tu ne prends pas en compte que tu peux perdre 3 fois sur 10, et ben si ta gestion de risque elle est catastrophique et avec juste 3 pertes, tu ruines ton capital, ça peut être le cas. Et dans ce cas-là, au final, t'as une stratégie rentable, t'as un bon taux de réussite, mais vu que t'as pas une bonne gestion de risque, tu n'es pas rentable. Et c'est l'erreur de beaucoup de personnes, c'est d'être focalisé uniquement sur l'analyse technique et négliger le money management. Alors que c'est un point très important et tu dois avoir cet esprit de te dire je gère bien mon risque parce que je sais que c'est des probabilités, je ne peux pas avoir 100% raison et ce qui compte c'est quand je perds, j'accepte ma perte et cette perte ne m'affecte pas moi émotionnellement parlant, sinon après je vais prendre de mauvais trades parce que je suis impacté et surtout ça n'impacte pas mon capital. C'est pour ça, moi honnêtement, pour du trading, que ça soit de l'intraday, du swing, je vous recommande de mettre 0,5 à 1% de votre capital. C'est ce que je vous recommande, parce que ça va vous permettre de pouvoir prendre 3, 4, 5 pertes d'affilée. Que la personne qui va se dire, moi non, ça me va pas 1%, parce que c'est un risque beaucoup trop faible, je préfère mettre 10%. Ok, super, sauf que cette personne a fait 3, 4, 5 pertes d'affilée, à perdre 30, 40, 50% de son capital. C'est trop, c'est énorme, même 5%, c'est beaucoup trop. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vous recommandent 5%, moi 5%, c'est beaucoup trop. 0,5, 1%, à la limite de la grande limite 2%, mais moi le 1%, je trouve qu'il est pas mal, voire 0,5, voire même quand vous avez un gros capital, vous pouvez aller chercher du 0,25. Ça va dépendre si c'est du trading court terme, du trading moyen terme, etc., etc. Et bien sûr de votre setup, de la conviction que vous avez et j'en passe. Donc voilà, maintenant Bitcoin, je pense que les prochains jours vont être assez importantes avec surtout les annonces économiques qu'on a. Si on a des rebonds dans les moyennes mobiles 15 minutes comme on a
comme on a eu encore aujourd'hui, voire 1 heure, c'est des opportunités bien sûr de short. Si on revient chercher les 90 000 $ jusqu'à preuve du contraire, c'est un niveau de support. Donc pour moi, il a plus de chances de tenir. Maintenant, c'est un niveau où je vais être extrêmement méfiant parce que ça c'est devenu un niveau flagrant. Et quand un niveau devient trop flagrant, en général, si tout le monde, alors faut voir le sentiment de marché. Si on arrive ici, tout le monde commence à dire oui, c'est un niveau de support, faut absolument acheter, ça y est, on est tous bullish, on aura plus de chances de le break et de poser un bottom plus bas ou de casser, mais on aura plus de chances de break. Si par contre on y va et tout le monde commence à être en mode oui, ce niveau de support c'est sûr il va casser, faut être bearish, et tout le monde prend des shorts, là à ce niveau-là, on aura plus de chances d'avoir une réaction. Mais au vu de ce niveau flagrant, je m'attends quand même à beaucoup de gens qui cherchent à le long, et dans ce cas-là qu'on aille chercher plus bas. Maintenant, si on commence à revenir chercher 98 500 $, c'est un niveau intéressant pour short, voire 101 500 $. Pour vraiment repasser bullish, pour avoir un biais bullish, moi il me faut ici une réintégration de ce niveau-là, parce que c'est là où on a notre value area high, c'est là où globalement on déplace la valeur de ce range-là, on sort de ce niveau-là et on peut ici partir dans ce cas-là sur des targets beaucoup plus élevés. Mais tant qu'on ne refranchit pas ce niveau clé des 101 500, 102 000 $, même si on veut prendre large, globalement, je reste bearish et je reste prudent sur les marchés. Maintenant, être bearish, c'est pas shorter n'importe comment, c'est pas se positionner en short sur un niveau de support comme on est actuellement ou comme on pourrait être si on va chercher ce niveau-là, mais c'est surtout déjà être prudent et réduire mon curseur d'exposition comme je vous l'ai dit. Je rebondis sur un commentaire d'ailleurs qu'on m'a dit, on m'a dit oui, comme les youtubeurs, tu dis que soit ça monte, soit ça baisse. Franchement, quand je vois ce qui est proposé sur YouTube, et je me compare pas, mon but c'est pas de me comparer, il y a des gens beaucoup plus pertinents que moi et je l'ai jamais caché et tout, mais il y en a beaucoup quand même qui ne se mouillent pas, et j'estime assez me mouiller quand même dans mes vidéos, où je vous dis clairement, ici, à ce moment-là, au moment où on réintègre, je vous le dis, je réduis mon exposition, j'ai un biais vendeur parce que c'est un signal bearish. Qu'il y en a beaucoup qui auraient pu vous dire, ouais, c'est pas terrible ce qu'on fait, donc je vais peut-être réduire mon exposition, sauf si on réintègre et avoir plein de conditions. Moi, ça fait un moment, ça fait déjà, depuis le 1er février, ça fait 8 jours depuis qu'on a réintégré, je vous le dis, j'ai réduit mon exposition sur les cryptos, j'ai du cash qui est disponible pour aller plus bas. Est-ce que je crie au bear market, c'est la fin du monde? Pas spécialement, mais il y a des signaux quand même de retournement moyen long terme, donc je préfère être prudent. Et je me suis toujours mouillé, j'ai toujours dit ce que je pensais, et ça ne changera pas. Donc voilà, j'estime me mouiller, et aujourd'hui encore, je vous le dis, globalement ce que je fais, je reste sur un biais vendeur tant qu'on se situe en dessous. Maintenant, si vous attendez que je vous dise, oui, il me faut, vous devez faire ça, vous devez absolument acheter si on va là, vous devez short si on va là, non, mon but c'est pas de vous dire quoi faire, c'est de vous apporter une méthode, une stratégie, une vision de marché, de vous montrer moi ce que j'en pense du marché, mais en aucun cas je vais vous dire ce que vous devez absolument faire. Donc voilà, vous avez mon plan pour la suite. De toute façon, les niveaux de support et de résistance ne changent pas sur le Bitcoin, mais tant qu'on aura comme ça des moyennes mobiles qui seront orientées à la baisse, avec un 15 minutes sous le 1 heure, un 1 heure sous le 4 heures, un 4 heures qui sera orienté à la baisse, j'aurai tout simplement un biais bullish. Maintenant, si on commence à break des résistances, flip ces niveaux flip ces moyennes mobiles en support et repasser au-dessus, là bien sûr je pourrais avoir un biais bullish, ce qui n'est pas le cas actuellement. Voilà sur Bitcoin. Et attendez-vous demain, je pense, à de la volatilité comme chaque lundi. Au niveau d'Ether. Alors, Ether, déjà, au niveau de la clôture weekly. On a une clôture weekly, honnêtement, qui est pas terrible. Je l'avais dit et répété depuis un moment, le fait d'avoir comme ça une clôture weekly de réintégration de ce niveau de support, ça nous montre quand même que, techniquement, on n'a pas de réaction acheteuse sur ce niveau-là. Parce que là, on est quand même sur un niveau weekly très important. Vraiment, on est sur une ligne de coude, une pattern d'accumulation. Historiquement, ça reste quand même un niveau important. Même auparavant, c'est un niveau qui a fait office de résistance, de support, donc ça reste un niveau psychologique qui est surveillé. Sauf qu'on n'a aucune réaction acheteuse. Même franchement, en daily, on en a une petite ici, mais on a rapidement réintégré ce niveau-là. Donc Ether, jusqu'à preuve du contraire, de toute façon, ça en témoigne la charte ETH-BTC qu'on va voir après, reste quand même dans une dynamique qui est baissière sur du court moyen terme, et sur du long terme, on est ici globalement bloqué dans un range. Donc oui, l'extrémité basse des 2000 $, c'est une bonne zone pour chercher des achats. 2600, je trouve qu'on est toujours un peu haut. Si je mets ici un volume profile, on a vraiment notre value area high qui est les 4000 $, et la value area low qui est les 2855 $. On a une réintégration de la value area low. Moi personnellement, mon range, je le définis plutôt ici sur Ether. Cette zone là, c'est plutôt une zone où je vais chercher des achats. Oui, là on a un pivot très important, et ensuite la zone d'après, c'est les 4000 $.
Voilà. Si j'efface tout ça, on a ici nos trois grosses zones sur Ether. En fonction de si on est au-dessus ou en dessous, on va plutôt chercher des achats sur les niveaux de support et des shorts ou des prises de profit sur les niveaux de résistance. Maintenant, Ether, quand je vois ce genre de pattern, il y a très peu de chances qu'ils repartent aussi rapidement, que ce soit Ether et également des altcoins. Pour moi, surveiller les altcoins, comment ils cassent leur structure. Par exemple, BNB, je vous l'avais dit, on reste bullish si on reste au-dessus de ce niveau-là. Vous voyez que il fait d'ailleurs une bonne journée avec une bonne, il fait un bon samedi et même une bonne journée. Il a bien poussé avec une bonne réintégration. Et tant qu'on se maintient au-dessus de ce niveau-là, c'est pas mal. Et c'est là où vous pouvez regarder tout simplement les cryptos les plus fortes. Alors cette semaine, il n'y a pas spécialement des cryptos qui sortent du lot. On peut voir des cryptos qui sont plus faibles que certaines. On voit du WIF qui prend cher, du Kaspa, du VET qui prennent cher. Hein. J'ai pas regardé la charte du WIF, mais hop, USDT, c'est assez moche, hein. Vous voyez qu'on a des clôtures comme ça. Est-ce que je peux avoir une charte un peu plus complète si je prends crypto? Ouais. En fait, dites-vous, ça c'est très simple, hein. Mais déjà, les réintégrations, c'est pas top. On voit bien ici, on réintègre un gros niveau. En général, quand on réintègre comme ça un gros niveau de support, qui est tout simplement un pivot clé à l'intérieur de ce range-là, on a de grandes chances d'aller chercher l'extrémité basse, qui est cette zone-là. Mais quand on perd une structure aussi importante, une aussi grosse structure, dites-vous que ça c'est une crypto qui mettra des semaines, voire des mois à se retourner. On peut pas ici break un aussi gros niveau de support et se dire que ok, cette crypto-là, elle va faire ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce genre de crypto, pour repartir, a besoin d'une accumulation. A besoin vraiment de poser un bottom pour espérer repartir. Kaspa, j'ai vu à la prix cher, j'ai pas trop regardé la charte, c'est pas spécialement une crypto que je suis, mais Kaspa, globalement, c'est la même chose. Ici, on est sur une clôture weekly qui est moche. Et c'est là la différence entre, par exemple, Kaspa, où sa clôture weekly, elle est moche, faut le dire, et par exemple, BNB. Ou BNB, la clôture weekly, j'ai envie de dire, RAS, on a une bonne réaction acheteuse, on clôture au-dessus de ce niveau-là, RAS, XRP, RAS, Solana, RAS, on est au-dessus du niveau des $180, c'est un niveau important à tenir, hein. Si je mets ici un volume profile, on voit que, alors je prendrais plutôt au moment du précédent range, on voit que notre value area high, il est au niveau des $170. Vous voyez, ça c'est des clôtures, j'ai envie de dire RAS. ADA, ça va, on est sur un pullback, mais on a quand même une pattern de top, c'est pas la charte la plus sexy. AVAX, c'est pas fifou, mais ça va, il y a pire. Et il y a pire, quand je dis il y a pire, c'est par exemple une charte comme Kaspa. Ou Kaspa casse ici un gros niveau de support et surtout une phase de latéralisation qui a commencé en novembre 2023. C'est-à-dire que Kaspa, ça fait plus d'1 an qu'elle est dans un range et a break ce range-là par le bas. On peut être sur une réintégration, ce qu'il va falloir surveiller, c'est un break. Ça déjà, au vu de la clôture, on est sur un break. Maintenant, est-ce qu'on a une acceptation ou pas? Comment voir si on a une acceptation? Déjà, est-ce qu'on va avoir une réintégration? Si la prochaine semaine on fait ça, on est sur une déviation réintégration, on peut être sur une déviation réintégration et aller chercher l'extrémité opposée. Donc ça, on serait pas sur de l'acceptation. Il y a une différence entre un break et une acceptation. Ça, c'est un break, ok? L'acceptation, ça va être si, par exemple, on a 2-3 semaines qui restent sous ce niveau-là. Ça, déjà, un premier cas où, ok, on n'a pas de réaction acheteuse, on a vraiment de l'acceptation sous ce niveau-là, on le confirme. Ça peut être un premier cas. Deuxième cas, si on continue à baisser. Bon, voilà, l'acceptation, elle est claire. À partir du moment où on fait 2 semaines, une semaine moins 30%, une deuxième semaine moins 15, moins 20%, on a de l'acceptation. Ça peut être également le cas où on a une tentative de réintégration, pullback, rejet. Ça, c'est pareil, c'est de l'acceptation. Mais moi, si on n'a pas de réintégration sur ce genre de crypto, partez du principe qu'on aura besoin d'une phase de latéralisation pendant un moment avant de repartir. Alors, on aurait globalement besoin de quelque chose comme ça. Hop, tac. Voilà. Je sais pas où, hein, ça peut être plus bas, hein, je vous le mets là, mais ça peut être plus bas, mais au moins une phase comme ça, de plusieurs semaines, plusieurs mois, structurer une pattern de retournement pour espérer repartir. C'est là où Kaspa, ça confirme un peu ce que j'ai affirmé à un moment, hein. Vous pouvez regarder des anciennes vidéos de Kaspa, je le dis comme ça de tête, mais j'en suis sûr, à aucun moment je vous ai dit, ok, Kaspa, c'est une bonne zone pour investir là où on se trouve. Et je vous ai toujours dit qu'on a comme ça des charts aussi hautes, soit vous faites de la continuation de tendance, c'est-à-dire vous positionnez sur l'extrémité basse en cherchant des achats pour jouer l'extrémité opposée, mais maintenant, si vous voulez vous positionner, la meilleure chose, c'est de tracer un Fibonacci et chercher des confluences entre un niveau de support sur l'action du prix et un retracement de Fibo. Moi, Kaspa, je l'ai toujours dit, mais ce niveau-là, c'est un niveau qui peut être intéressant pour l'investissement long terme.
Et c'est là où la différence entre un trader et un investisseur. Le trader, il va chercher à trader par exemple le momentum, qu'on a un flux qui est bien aussi comme ça. L'investisseur, il va vouloir se positionner lorsqu'on a un actif qui est sous-évalué, lorsqu'il revient chercher des niveaux de valorisation intéressants. Donc ça, vous pouvez regarder certaines clôtures. Par exemple, voilà, NIR, c'est moche aussi. NIR, on repasse sous un niveau important. Est-ce qu'on va avoir de l'acceptation ou pas? Je peux pas le prédire, mais pour le moment, le break est moche. Et même, on peut mettre des moyennes mobiles. Vous voyez une différence entre les moyennes mobiles de NIR, où on est passé sous le 3 jours, sous le daily, et si je mets par exemple les moyennes mobiles de Solana, où Solana, hop, le daily est maintenu. BNB, le daily est maintenu. On est légèrement en dessous, mais voilà, on a rebondi dans le 3 jours. Il y a une différence, en tout cas, entre ce type de crypto et des cryptos comme je vous ai montré tout à l'heure. Ton, voilà, Ton, on a un break et de l'acceptation. Là, on a le break qui est clair sur cette bougie-là, un break concret. C'est même pas timide, hein, c'est-à-dire c'est pas on clôture juste ici, c'est vraiment on enfonce et là on a de l'acceptation parce que on a une deuxième clôture qui est validée. Ça, pareil, c'est une crypto. Il lui faudra du temps pour se retourner. On peut être par exemple là dans cette structure de top, similaire à cette structure de top qu'on a eu ici. Vous voyez, hop, ici, on commence à break. Vous voyez, on commence à, ici, passer sous le niveau. Là, on a de l'acceptation à partir du moment où on a une tentative de réintégration ici qui échoue. On se fait rejeter. Et là, on a en plus, on ravale cette précédente bougie haussière. Voilà. Donc ça, on a clairement de l'acceptation à ce niveau-là. On le voit. Et on a mis combien de temps pour se retourner? Vous voyez, le break a eu lieu au mois de mai. Et on a mis quand même plusieurs mois jusqu'à août, hein, pour essayer là poser une pattern de retournement. On va bien avec creux, sommet, creux plus haut que le précédent, sommet plus haut. Ça, c'est une structure en W qui sera peut-être plus visible si je me mets en daily. Hop, voilà, on le voit bien ici. Le creux, hein, il y en a qui prennent surtout les clôtures. Moi, pour des structures de retournement, je peux prendre des mèches, mais dans tous les cas, on voit bien la phase de latéralisation ici qui a eu lieu. Et la pattern de retournement. On en voit même une autre ici. On inverse notre dynamique. Et quand vous avez comme ça des cassures de structure, partez du principe que cet altcoin va mettre du temps à se retourner. Alors, je vais pas passer en revue toutes les cryptos, je l'avais fait en début de semaine en vous montrant les niveaux à tenir, mais ouais, il y en a c'est pas terrible. XLM, on est sur on passe sous un niveau, on peut être sur une structure de top ici, à voir en fonction de la clôture, ça peut bouger d'ici 2 heures, mais on a quand même des signaux de dégradation. LTC, vous voyez, je vous avais dit, il faut maintenir ce niveau-là. Hop, pour le moment, il est en train de le maintenir. Donc j'ai envie de dire, ça va, c'est moins grave que prévu. STX, on avait vu que c'était moche. Bon, j'en avais déjà parlé depuis un moment et voilà, je vous l'avais dessiné. On perd ce gros niveau, il faudra une pattern de retournement pour se retourner. C'est similaire à là. Hein. Vous voyez là, phase de range, on break par le bas, break concret. Hein. Ici, vraiment un break, on peut pas hésiter, on peut pas se dire c'est un faux break, non, un break concret. Tentative de réintégration, échec. Deuxième tentative, échec. Bah là, on est resté dans une dynamique baissière et il a fallu proposer ici une pattern d'accumulation pour repartir. Je sais pas combien de temps ça va durer. C'est pour ça que j'ai réduit mon exposition sur des cryptos parce que j'ai vu que c'était pas terrible. Vous voyez, Chainlink, c'est pas terrible aussi. On réintègre. Voilà. Donc là, ça peut vous permettre de voir les cryptos qui sont fortes, les cryptos qui tout simplement ont plus résisté que d'autres. Actuellement, où je tourne cette vidéo, on a cette volatilité qui arrive sur BTC alors qu'on est juste dimanche. Donc la clôture weekly également sur Bitcoin peut bouger en fonction de la baisse qu'on peut avoir dans les prochaines heures, mais je maintiens ce que je dis, je reste avec un biais bearish sur les marchés, jusqu'à preuve du contraire, tant qu'on n'a pas des patterns de retournement et des cassures de certaines résistances, vaut mieux se méfier. Pour combien de temps, je ne peux pas le savoir. Est-ce qu'on est en bear market? Je ne peux pas le savoir. Ce que je sais, c'est que actuellement, on a des signaux de dégradation et depuis un moment déjà, et on a des confirmations ces derniers jours tout de même. Je préfère réduire mon exposition dans ce genre de contexte de marché. Maintenant, la meilleure chose à faire, c'est d'avoir un plan. Si vous paniquez, si vous n'avez pas quoi faire, là si vous dites est-ce que je dois vendre, qu'est-ce que je dois faire, je suis perdu, ça c'est vous n'avez pas de plan. À partir du moment où vous n'avez pas de plan, vos décisions vont être suite à vos émotions. C'est-à-dire que c'est pas votre plan qui va vous dire quoi faire, c'est vos émotions qui vont vous dire quoi faire. Vos émotions, ils vous disent jamais quelque chose de bien. En général, si vous suivez vos émotions, vous allez vous faire liquider, vous allez panic sell, ça va être le bottom, vous allez vouloir acheter, ça sera trop. Bref, vos émotions, ils vous conduisent à la ruine. Si vous voulez construire un plan, faut se former, faut avoir les compétences, faut se poser devant une feuille, un stylo, devant un Word, peu importe, et écrire votre plan, faut se connaître, et ça, tout ça, je peux vous l'enseigner à l'intérieur du programme Devenir Trader. Si aujourd'hui vous êtes perdu, vous ne savez pas quoi faire, si vous pensez qu'on va rentrer en bear market et vous vous dites, qu'est-ce que je peux faire
faire en bear market, formez-vous, préparez le prochain bull market, ou préparez également le bear market sur quoi faire, trader, parce qu'on peut trader dans un bear market, il y a de quoi faire en bear market, et tout ça je vous l'enseigne à l'intérieur du programme Devenir Trader. Je te laisse cliquer sur le premier lien en description pour profiter des 200 € offerts. Je vous souhaite une bonne soirée, je suis dispo dans le Discord si vous voulez échanger, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, bye bye.